un carnaval s'inscrit dans un récit mythologique. Et pas n'importe quelle mythologie, ce sont les mythes fondateurs. Alors, avant de commencer à en déduire ce qui doit être déduit des mythes fondateurs, on va en donner la définition. Un mythe est un récit souvent considéré comme sans auteur, que les peuples de tradition orale considèrent comme originel ou fondateur. Le mythe raconte comment, à partir d'une période d'indifférenciation, les êtres se différencièrent et devinrent ce qu'ils sont, comment la mort surgit, et surtout ils mettent en scène des êtres surnaturels, sacrés, extraordinaires, des dieux, des héros culturels, des émissaires des dieux, des esprits nocturnes, lumineux, bienveillants, pathogènes pour les humains, et des spectres des ancêtres et des morts. Alors, la première chose, c'est qu'on nous parle d'un temps d'indifférenciation qui a précédé la période où, effectivement, on a les règnes séparés, le monde minéral, le monde animal et le monde humain, et le monde végétal, évidemment. Alors, le mythe fondateur part généralement d'un temps où les hommes et les animaux ne faisaient qu'un. Ce qui fait que dans le carnaval, on retrouve souvent des êtres qui sont entre l'humain et l'animal. Et dans le carnaval, l'ours est une figure qu'on retrouve souvent. L'ours est considéré comme un surhumain, un humain encore 100% naturel. Et on voit bien que dans le Moyen-Âge, ces origines animalières de l'homme ont posé problème, puisque Charlemagne a été un des plus grands massacreurs d'ours. C'est ce que Michel Pastoureau, dans son ouvrage consacré à l'ours, nous rappelle. Et même saint Augustin, dans un de ses sermons, nous dit que l'ours est diabolique. Donc il y avait une volonté de gommer cette origine animalière. D'ailleurs, ça nous amène à réfléchir, puisqu'on dit que la haine des origines est l'origine de la haine. Donc il y a dans le monde occidental un bras de fer avec la nature, avec le monde surnaturel. Il ne faut pas oublier que la chrétienté, puis le catholicisme, s'est imposé sur le paganisme et par le paganisme, puisqu'on le sait maintenant, le Christ a essayé de développer la chrétienté avec les Juifs, ça n'a pas marché, donc il a pris les Romains, les païens. Donc il y a toujours eu cette volonté de gommer les origines païennes de la chrétienté puis du catholicisme. Alors cette inversion de la flèche du temps avait frappé l'historien des religions Mircea Eliade, qui nous dit « Toute nouvelle année est une reprise du commencement des temps, c'est-à-dire une répétition de la cosmogonie. » Alors la cosmogonie, par rapport à la cosmologie, c'est la discipline qui essaye de nous expliquer comment le monde est né. Bah, le mythe n'est pas un récit pré-scientifique, c'est une forme symbolique qui se propose de nous donner une explication du monde, ou plus exactement une explication du sens du monde. Donc la notion importante, c'est cette inversion de la flèche du temps. Alors, on va essayer d'utiliser différents outils, puisque le carnaval est très riche, et on va revenir à quelque chose qui semble étranger au carnaval, c'est la physique. Et donc la physique nous dit qu'il existe une tendance naturelle des systèmes vivants ou inertes de passer de l'ordre au désordre. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Donc vous avez au départ, au commencement des temps, un ordre parfait, et suite au commencement, que l'astrophysique appelle le Big Bang, on va vers de plus en plus de désordre. C'est comme un sucre, il est parfaitement ordonné, mais avec le temps, il va se déstructurer. On dit qu'on passe de l'ordre au désordre, et ça définit d'ailleurs une flèche du temps qui amène l'ordre parfait à devenir de moins en moins parfait, voire imparfait. Donc si on inverse la flèche du temps, on revient au temps des origines où tout est parfait. Et tout est parfait dans les mythes fondateurs, c'est-à-dire que les hommes et les animaux forment une unité, les animaux et les hommes s'entendent bien, il n'y a pas cette distinction entre le monde humain et le monde animalier. Et donc le mythe, comme il inverse la flèche du temps, on retrouve ces hommes
mi-hommes, mi-animaux, et en particulier l'ours qui représente à lui-même une sorte de surnature. On a même à Bernifal des ours avec des cornes, et on reviendra là-dessus. C'est comme s'il y avait le bouc et l'ours réunis. En tous les cas, c'est une sorte d'animal chimère ou hybride. Le carnaval nous propose une sorte de chaotisation, c'est-à-dire par rapport à l'ordre social établi, on va essayer de le chaotiser, de l'annuler. Comme un morceau de glace qu'on va chauffer, on va annuler l'ordre de l'état solide pour passer à un état liquide, et même si on chauffe encore à l'état de vapeur, et on a une transition de phase. Alors, on va illustrer cette notion de chaos à l'aide d'un phénomène physique qu'on appelle les structures dissipatives, qui est dû à deux physiciens, Rayleigh et Bénard. Donc imaginons deux plaques, une inférieure et une supérieure. La plaque inférieure est beaucoup plus chaude que la plaque supérieure et on peut régler la température. Entre les deux plaques, on met un liquide. On peut prendre par exemple de l'huile siliconée. Si on chauffe dans un premier mouvement, on pourrait se dire on va de plus en plus apporter de la chaleur. La chaleur, ça entraîne quoi? Un choc entre les molécules qui vont s'attirer et se repousser. Et donc, du fait de ce mouvement d'attraction et de répulsion, on annule l'ordre établi pour passer à un autre ordre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait que la chaleur va du chaud vers le froid. Donc, la plaque inférieure étant chaude et la plaque supérieure étant froide, il y a un transfert thermique qui entraîne avec lui les molécules d'huile siliconée. Et on parle de mouvement de convection, donc de migration de molécules d'huile siliconée qui passent de la plaque inférieure vers la plaque supérieure. Et tout le monde sait aussi que quand un liquide est froid par rapport à un liquide chaud, il est plus lourd. Donc dès que les molécules d'huile siliconée entraînées par ce transfert thermique arrivent sur la plaque supérieure, elles sont plus lourdes, elles redescendent. Donc ça forme des cellules hexagonales qu'on trouve à la surface du Soleil, qu'on trouve également dans la troposphère, les mouvements d'air. Et on va simplifier ces cellules en les représentant par un cercle. Et il va y avoir un mouvement de gyration des molécules d'huile siliconée qui vont passer de la plaque inférieure chaude vers la plaque supérieure, puis redescendre vers la plaque inférieure. Et donc, il y a un mouvement de gyration. Alors, la grande surprise, ça a été de constater que si on augmentait la température, on pourrait s'attendre à un chaos, un désordre. Le général de Gaulle aurait dit la chienlit. Mais pas du tout. Passé une température critique, il apparaît un ordre dans le désordre. C'est-à-dire qu'il va apparaître ces cellules de Bénard. Et ce qui est très curieux, c'est que si la première cellule tourne dans le sens, par exemple, des aiguilles du monte, toutes les cellules impaires, 1, 3, 5, 7, 9, etc., vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et tout ce qui sera pair, 2, 4, 6, 8, 10, va tourner en sens inverse. Donc si on prend deux cellules juxtaposées, il y en a une qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre qui tourne en sens inverse. Alors, ce passage du désordre à l'ordre dans le désordre, ça s'appelle une structure dissipative ou une bifurcation. Alors, il y a une chance sur deux pour que la première cellule tourne soit dans le sens aiguille d'une montre, soit dans le sens inverse. Mais dès que la première cellule a choisi son sens de gyration, ça impose le sens à toutes les autres cellules. Donc, si on en prend deux juxtaposées, il y a un sens, par exemple, la première cellule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et la deuxième va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est exactement ce que nous montre le carnaval. Le carnaval serait la deuxième cellule qui tourne en sens inverse du sens de gyration de la première. Et la première cellule représente le monde dans lequel nous vivons. Voilà l'ordre social qui tourne dans un certain sens et la deuxième cellule va tourner en sens inverse. Donc tout est inversé. Et ça, c'est une caractéristique du carnaval. Le masculin devient féminin, le féminin devient masculin. Dans certains carnavals, le riche qui a une position sociale élevée devient pauvre, le pauvre devient riche. La nature et les hommes qui étaient séparés se réunifient. Vous voyez, il y a une sorte d'indifférenciation et d'inversion.
Alors dans le début d'un carnaval, de certains carnavals, ça peut donner l'impression d'une brutalité. L'ours va sauter sur une personne, généralement une jeune fille, et ça nous ramène à un conte, Jean de l'ours, qui a connu plusieurs versions, où un ours enlève une princesse, il va lui faire un enfant, Jean de l'ours, et cet ours est ni homme ni humain, et il ne trouve pas sa place ni dans la société des hommes, ni parmi les animaux. Donc il est entre les deux, il est limitrophe. Et donc ça devient infernal pour lui, puisqu'il n'est ni à l'aise dans le monde des humains, ni à l'aise dans le monde naturel. On retrouve ça également chez les Indiens Técos ou Amérindons, où un homme fait un enfant à une guenon, de leurs amours naît un petit singe, et comment on va l'élever? Donc la guenon voudrait l'élever comme on élève les singes, les siens, et puis l'homme voudrait qu'il soit élevé comme un humain. Et finalement, c'est pas possible. Et la guenon s'enfuit avec son enfant, puisque c'est pas possible de le maintenir dans le monde des hommes. Alors, ça pose le thème central de l'anthropologie, c'est le rapport de la culture et de la nature. Donc la culture s'oppose à la nature, et plus le temps passe, qui nous amène vers une sorte d'éloignement de la nature, et plus cette nature devient incompatible avec la culture. Donc le carnaval essaye de corriger cette dérive, j'allais dire, des continents entre la culture et la nature, et donc on essaye de retrouver un état indifférencié. Voilà. Y compris au niveau sexué. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'état indifférencié, androgynique. Voilà. Alors, les personnages qu'on rencontre, qui sont extrêmement intéressants, sont la vieille, qui va en quelque sorte ouvrir et fermer le carnaval. Donc on va lui déboucher l'arrière-train, si je puis dire, et à ce moment-là, va sortir du corps ce qui est supposé être nauséabond, c'est tout ce qui est soumis au désordre, à la putréfaction, tout ce qui vient du monde obscur, le monde des intestins, le monde tabou. Et quand on regarde, c'est comme si dans le carnaval, puisque ici c'est un carnaval qui se passe en Dordogne, bah on rentre dans la caverne et ça nous ramène à l'ours, puisque finalement l'ours est un animal très intéressant. Il peut se tenir debout, c'est un surhomme, il hiberne, et quand il sort de l'hibernation, l'hibernation ça peut durer jusqu'à 3 mois, il a maigri évidemment, il a perdu à peu près la moitié de son poids, et quand il sort, il a un bouchon fécal qu'il va expulser et qui signe son retour à la vie, où il va s'alimenter, retrouver assez rapidement la moitié de son poids qu'il a perdu, ce que nous ne serions incapables de faire sans risque d'avoir des problèmes d'hypertension et de diabète, mais en tous les cas, lui, il le fait allègrement. Et même quand on regarde le Lascaux 4, la caverne ressemble un peu à des intestins, comme si on allait rentrer dans j'allais dire, les cavernes de l'histoire. Et certains y ont vu dans le carnaval, dans ce retour au passé, un art rupestre fêté. C'était en tous les cas la conception du philologue Karl Meuly, qui, lui, considérait que le carnaval était une sorte d'art rupestre populaire. Et Claude Guignol-Bay, lui, considère, effectivement, c'est un art totémique, où effectivement, on retrouve l'ours comme un animal totem. Alors ça, c'est l'ours. Ensuite, la vieille, on a vu qu'elle nous amène à signaler, en quelque sorte, le départ vers la régression. Voilà. Tout ce qui est tabou, interdit, inconscient, censuré devient possible. C'est le but du carnaval. C'est de faire émerger tout ce qui est interdit, censuré par l'ordre social établi. Et puis ça va aussi, quand on va reboucher
son arrière-train, bah, ça va signaler la fin du carnaval. Et puis on a le pétassou. Alors le pétassou, c'est en quelque sorte le bouc émissaire. En tous les cas, c'était la vision qu'avait le folkloriste Arno van Gennep. Mais c'est surtout Sir James George Fraser, dans son ouvrage monumental qui s'appelle Le Rameau d'Or, qui a vu dans le carnaval la présence d'un personnage qui va jouer le rôle de bouc émissaire. Voilà. Et en tous les cas, ici, c'est le pétassou. Pourquoi il joue le rôle de bouc émissaire? Bah, il va absorber tous les maux de la société. Il va permettre aussi aux carnavaliers de manifester leur opposition, leur subversion vis-à-vis de l'ordre social établi. Et on va le brûler comme si on proposait un renouveau. J'ai oublié de le mentionner, mais quand on laisse spontanément des carnavaliers s'organiser, ils vont faire une sorte de ronde et ils vont tourner en sens inverse de l'ordre établi. Au lieu d'avoir un parcours solaire est-ouest, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on va en plein jour, parfois, aller de l'ouest à l'est. Donc c'est vraiment une inversion du cours du temps et on a l'impression que c'est inscrit dans les mentalités, presque inscrit, j'allais dire, génétiquement, parce que les gens spontanément se tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si ça fêtait l'abolition de la course habituelle du temps pour aller vers une course inversée. D'ailleurs, le même Mircea Eliade voyait dans le carnaval l'abolition d'un temps profane qui s'écoule par les rituels. Le rituel avait pour but, en quelque sorte, d'arrêter le temps, de l'inverser transitoirement, et après la fin du carnaval, il y a une reprise du cours normal du temps. Alors, autre personnage qui est intéressant, c'est le lébérou, une sorte de loup-garou avec une queue, et c'est le chaman. Donc ça renforce l'idée de Karl Meuli et de Claude Guéniebet sur la dimension chamanique que peut avoir ce carnaval, en tous les cas à travers un personnage. Donc le lébérou, on nous dit qu'il est capable de sortir par la fenêtre, donc c'est pas une sortie habituelle. Alors ça nous amène à redéfinir le chaman. Alors le chaman, c'est un intermédiaire, un intercesseur entre le ciel et la terre, l'espace et les temps. Donc le chamanisme, c'est l'un des grands systèmes imaginés par l'homme pour donner sens à l'existence et pour agir sur celle-ci. Voilà. On considère que le chamanisme implique une vision particulière de la personne et du monde. Il suppose une alliance des hommes et des dieux. Il est soumis à une contrainte, celle du chaman, qui est de prévenir tout déséquilibre, tout désordre, toute entropie, et de répondre à toute infortune, l'expliquer, l'éviter, la soulager. Alors parmi les infortunes, il y a évidemment les famines, le manque de nourriture, les sécheresses, les inondations, et plein de choses qui pouvaient frapper l'humanité dans le passé, au Moyen-Âge, évidemment, les épidémies, etc. La vision qui se détache du chamanisme est la suivante. Premièrement, une vision bipolaire ou dualiste du monde et de la personnalité. Alors cette vision, elle est assez moderne, puisque dans la vision chamanique, on considère que le corps a deux dimensions, une dimension physique, corpusculaire, et simultanément une dimension énergétique, vibratoire. Alors dans la vision chamanique, on considère que le corps est entouré d'une ou plusieurs enveloppes qui résistent à la mort de l'individu, et ces enveloppes, on les appelle parfois âmes. Le départ d'une de ces enveloppes justifie le rêve, son départ transitoire explique la maladie, son départ définitif signifie la mort. Autre chose, donc ces deux composantes, la composante matérielle qui correspond à l'anatomie dans la vision occidentale des choses, et puis cette série d'enveloppes, c'est la dimension vibratoire énergétique, elles sont soit couplées, soit découplées. Si effectivement il y a un découplage, on parle d'état de conscience modifié. Donc on considère que le chaman
est une personne qui modifie à volonté son état de conscience pour voyager dans une réalité non ordinaire où elle rencontre des informateurs, des esprits, des maîtres, des aides spirituelles pour acquérir un pouvoir ou une connaissance qu'elle rapportera ensuite dans la réalité ordinaire, celle dans laquelle nous vivons, pour elle-même ou pour son propre compte. Alors dans la vision traditionnelle, on est plus au service de la collectivité que au service de l'individu qui se met dans un état de conscience modifié qui serait une approche très égoïste et égotique. Ça, c'est le néo-chamanisme. Alors, pour avoir ces états de conscience modifiés, l'historien des religions Mircea Eliade nous dit qu'on peut y arriver par la transe, l'extase, on peut faire des jeûnes, des rêves éveillés, des visions focalisées ou défocalisées, les plantes de pouvoir, etc. Il suffit que dans l'ambiance du carnaval, on soit dans un état de transe pour que, effectivement, un personnage puisse avoir un état de conscience modifié. Ça, c'est l'archétype du chaman. Et le chaman, lui, va aller visiter le monde invisible, car la vision dualiste et bipolaire du monde suppose, en dehors du corps, qu'il existe un monde visible et un monde invisible. C'est donc deux espaces-temps. L'espace-temps dans lequel nous vivons, qu'on peut appeler le monde de la réalité ordinaire ou le monde visible, encore appelé monde profane, et puis un autre espace-temps qu'on peut appeler le monde de la réalité, le monde ordinaire, ou le monde invisible, ou le monde sacré. Et le chaman est celui qui va passer du monde de la réalité ordinaire, du monde visible, dans le monde invisible, pour aller chercher des informations, des potentialités. Donc le but d'un carnaval, c'est d'avoir deux mondes, comme les deux cellules qu'on évoquait dans les instabilités de Rayleigh-Bénard, le monde dans lequel nous vivons, qui est soumis à un ordre social bien établi, avec ses règles, ses normes, et puis un monde invisible, on va chercher des nouvelles potentialités pour que on puisse rectifier la trajectoire de la société, de la dite société, et avoir du meilleur. Alors on va aussi chercher toutes les conditions pour que la vie se passe bien. Et on peut supposer que le Moyen-Âge cherchait à avoir du gibier, de la nourriture, éviter les sécheresses, les famines, les épidémies, enfin tout ce qui pouvait occasionner des désastres dans la société des hommes. Alors, dans ce monde invisible, on trouve également les morts. Et donc on a des masques qui, là aussi, nous montrent qu'il n'y a plus de séparation, il y a une communication entre les deux mondes, le monde visible et le monde invisible, et donc il est normal d'avoir des morts qui coexistent avec les vivants. Voilà. Alors, fondamentalement, le carnaval est une période de subversion transitoire de toutes les normes que l'ordre social établi a su faire. Donc c'est un acte de transgression, donc c'est une parenthèse qui permet, certains diraient, une forme d'homéostasie sociale, si on prend la métaphore physiologique, ou un psychodrame, ou un acte psychomagique à la Jodorowsky, où pendant le temps d'un carnaval, eh bien, on se permet tout ce qui est interdit dans d'autres périodes de l'année. Donc c'est un acte de subversion. Ensuite, c'est une communication, on l'a vu, entre le monde visible et le monde invisible, ce qui explique ce lébérou, qui est le chaman de la communauté qui essaye d'attirer les bonnes potentialités pour que ça se passe bien. À l'issue du carnaval, on rentre dans le carême, ce qui a fait dire à Arnaud von Gennep que le carnaval est une façon de réintroduire le carême, indirectement. Et puis, on est également dans une affirmation symbolique de l'identité locale. On est à une période où chaque région avec son carnaval, je pense au carnaval de Romans-sur-Isère, où
l'équivalent du pétassou, qui devait régler ses comptes à la société de l'époque, quoi. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes et religieux et aussi politiques, et donc il y a besoin d'un acte de subversion. Et puis c'est le retour du printemps, avec chez les Gaulois, Cernunnos, le cerf, avait les bois qui tombaient et repoussaient. Donc c'est le cycle de la vie. C'est pour ça d'ailleurs ça s'inscrit dans un temps circulaire, puisque c'est le mythe de l'éternel retour. Voilà, et on répète ce rituel. Alors Nietzsche a abordé le mythe de l'éternel retour, et il nous dit, si le devenir revient effectivement sur soi, pour le meilleur et pour le pire, pour former un grand tout, alors il faut désirer revivre ce que nous avons déjà vécu, à vouloir l'avenir plutôt que le subir. Donc il y a une volonté d'agir sur le temps, la destinée, quoi. Et on comprend que le chaman est celui qui va changer de temps. Alors, ça m'amène à considérer que fondamentalement, ce que j'ai dit sur le temps est assez classique, mais on peut aller un petit peu plus loin avec la notion de double, puisque dans le film, on parle, Dominique Pauvert parle de l'Hébérou, son double est sorti. Alors, on peut considérer qu'il y a un temps unique qui s'écoule à vitesse régulière. D'ailleurs, c'est très difficile de définir le temps. Toute tentative se traduit par une métaphore plus que par une véritable définition. Si on dit le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe, on n'a pas vraiment défini le temps, on a utilisé des métaphores plus qu'une vraie définition. Mais on peut considérer qu'il y a quelque chose qui s'écoule à vitesse régulière. Mais on peut très bien envisager, au moins conceptuellement, qu'il existerait des temps qui s'écouleraient plus lentement que le présent, défini par un écoulement régulier, donc ça serait un écoulement ralenti par rapport au présent, et des temps qui s'écoulent plus rapidement que le présent. Donc le présent serait encadré par une série de temps à écoulement plus lent et une série de temps à écoulement plus rapide. Et donc ce qu'on appelle le présent, c'est l'actualisation de potentialités issues de temps à écoulement lent, qu'on va appeler des passés, ou l'actualisation de temps à écoulement rapide qu'on va appeler des futurs. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque dans beaucoup de sociétés traditionnelles, pour ne pas dire toutes les sociétés traditionnelles, il y a une volonté de faire appel au temps des ancêtres, donc véritablement de définir un futur par rapport à un passé, et de vivre un futur en harmonie avec ce passé. Le risque, c'est d'avoir un futur qui n'a plus de lien avec le passé. C'est un peu ce qu'on vit actuellement. On essaye de nous imposer, avec nos prophètes du Forum économique mondial, une espèce de chaotisation des valeurs ou des fondements anthropologiques des sociétés. On veut nous donner un futur qui n'est plus en rapport avec le passé humain. On parle de transhumains, de nouvel humain qui serait transformé, comme si on voulait gommer notre humaine nature, ce que tout carnaval veut éviter, c'est-à-dire il revendique le lien avec la nature. Et donc, ça nous amène aussi au chaos déterministe, c'est-à-dire que quand on prend une collectivité d'atomes ou de molécules, ça semble le chaos à un moment donné, mais si on laisse le système évoluer avec un temps suffisamment long, il y a un attracteur qui émerge. Un attracteur que tout le monde connaît, c'est le repos. Tout système, du fait des dissipations d'énergie par friction, finit par atteindre le repos, c'est un attracteur. Et il existe des attracteurs toriques en forme d'ailes de papillon, ce qu'on appelle les attracteurs de Lorentz en météorologie, ou à dimension fractale. En tous les cas, l'attracteur des sociétés traditionnelles, c'est le passé, et l'attracteur des sociétés occidentales, c'est le futur. Et donc, dans le carnaval, on utilise un attracteur du passé, comme si on voulait faire venir un futur en harmonie avec le passé, comme si inconsciemment, les carnavaliers avaient peur qu'on fasse venir un futur sans lien avec le passé. Qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas de lien avec le passé, on risque d'avoir une dénaturation de l'être humain. D'ailleurs,
on voit bien que la différence avec le monde païen, c'est que les païens, souvent, étaient des peuples issus des bois. Ils vivaient, tout le monde a dans son imaginaire les souvenirs de cours d'histoire au 6e, les Huns, les Visigoths, etc., qui étaient des peuples des bois, les peuples germains. Et le monde occidental a vite développé un habitat non naturel. Hein. On a commencé à construire les villes, etc. Et donc, il ne faut pas oublier que la forêt, qui est l'élément naturel par excellence, d'où nous venons, ben, ça vient du latin forestare, ça signifie le territoire interdit. Ça a été tour à tour le territoire des chasses royales interdit en dehors de la cour. Et puis, par la suite, c'est devenu le territoire de Merlin l'Enchanteur, qui manie des forces, c'est le moment de le dire, non catholiques, des forces magiques. D'ailleurs, il suffit de lire les contes de Perrault, les contes de Grimm. La nature en particulier la forêt, est un monde dangereux avec le loup, le petit chaperon rouge. C'est un monde obscur, c'est un monde où l'occidental n'est pas à l'aise. Donc, comme l'occidental a besoin de dominer et maîtriser la nature, eh bien, il a fini par envisager d'être maître et possesseur de la nature. C'est ce que nous dit René Descartes dans son discours de la méthode de 1636. Être comme maître et possesseur de la nature. Alors, on a commencé par dénaturer la nature pour essayer de la dominer, puis après ça a été les organismes génétiquement modifiés, animaux ou végétaux, puis enfin, le dernier volet, c'est le transhumanisme, où on essaye de modifier la nature comme si l'homme voulait devenir Dieu à la place de Dieu et faire sa propre évolution en étant le créateur de cette évolution. Donc on veut faire un homme j'allais dire 1.0, mais complètement conçu de A jusqu'à Z par les hommes. L'homme devient son propre créateur. Il n'accepte pas ses origines naturelles et animalières. Et donc le carnaval est un acte de subversion vis-à-vis d'une tendance naturelle qui amène la culture à prendre le pas sur la nature et les siècles passant, que la nature devienne incompatible avec la culture humaine. C'est le danger, c'est la dérive des continents. Et donc le carnaval nous ramène à nos origines animalières et à la nécessité de garder ce lien intime avec la nature. Alors, cette vision, un écrivain comme Paul Valéry l'avait déjà vu, puisqu'il avait vu le paradoxe de l'être humain. Dans un discours qu'il avait donné aux chirurgiens, il nous dit « La main, c'est organe extraordinaire en quoi résulte toute la puissance de l'humanité et par quoi, assez curieusement, elle s'oppose à la nature de laquelle, cependant, elle procède. » Donc il voit bien que la main qui a fait de l'homo sapiens un homo faber et que probablement la fabrication d'outils a développé son cerveau, cette même main qui a façonné le cerveau de l'homme se retourne contre lui en détruisant la nature. Donc c'est l'arroseur arrosé. Alors ça c'est aussi important. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que un carnaval, ça permet d'inverser l'ordre social établi, le puissant devient pauvre, entre autres. Hein. Si on prend par exemple le système politique où le carnaval se passe, et actuellement on est en plein carnaval. On a tout un tas de choses qui sont complètement inversées. D'ailleurs, dans un monde totalitaire, tout est inversé. Les compétents sont mis dans le camp de l'incompétence. Il y a une inversion des valeurs. Tout est inversé. Donc, nous vivons dans un carnaval quotidien. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le but ultime du carnaval ? Peut-être son but ultime, après avoir fait des parenthèses pré-révolutionnaires, c'est d'aboutir à la vraie révolution. Et qu'est-ce qui se passe quand la société devient carnavalesque ? Quel carnaval faut-il créer ? On est quand même dans une situation historique du jamais vue où, ouvertement, on a des pétassous qui dirigent le pays, on a tout un tas
de politiciens qui sont vraiment dans l'inversion. Donc, est-ce qu'il faut inverser cette inversion, donc avoir un carnaval qui est plus normé, ce qui serait l'inverse des carnavals habituels, ou au contraire, il faut aller dans plus que dans tous les délires, mais alors à ce moment-là, il n'y a plus d'ordre social établi, parce qu'un des buts du carnaval aussi, je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'en inversant les positions sociales, on amène un lien social, ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl, c'est-à-dire le sens communautaire. Évidemment, un des dangers d'une société, c'est la fragmentation. Quand vous avez les riches qui ne côtoient que les riches, les pauvres qui ne côtoient que les pauvres, bah, il n'y a plus de cohésion ou d'unité sociale. Et donc, c'est un des éléments de l'effondrement des sociétés complexes, ce que nous dit Tander. Donc, le carnaval a pour but d'assurer une proximité, une cohésion sociale. Donc là, effectivement, on a été surfragmenté. Donc, à nous de retrouver cette cohésion sociale. Donc, le carnaval offre la possibilité d'avoir une cohésion sociale, mais peut-être sur un scénario un petit peu différent. Enfin, c'est une hypothèse que je fais des carnavals habituels, puisque là, on a déjà dans la réalité 24 heures sur 24 un carnaval. Donc on ne va pas avoir une parenthèse carnavalesque, ça serait mettre du carnaval au carré. Donc peut-être qu'il faut réfléchir, et les gens qui s'intéressent au carnaval, il y aurait toute une réflexion à faire, puisque le but du carnaval, c'est véritablement dédoubler le monde visible et le monde invisible, et faire en sorte que le monde invisible puisse... avec ses vertus, son cercle vertueux, c'est le moment de le dire, toutes les bonnes potentialités qui peuvent être contactées par le chaman, à amener ce cercle invisible à s'incarner dans le cercle visible du carnaval. Un petit peu dans la religion catholique, on a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Et donc le but, c'est que la Jérusalem terrestre s'appelle la Jérusalem céleste. Donc, il y a encore beaucoup de choses à voir. Peut-être que c'est la naissance d'un carnaval moderne face à des régimes qui sont devenus fous, puisqu'on ne sait pas si on est dans un zoo ou dans un asile psychiatrique. Et donc, il y a peut-être une nouvelle forme de carnaval à chercher. Il faudra regarder du côté des Saturnales, de Lupercales, dans la Rome antique. On a eu une série d'empereurs déments, je pense à Caligula ou à Néron, à ce moment-là, comment on faisait à ce niveau-là. Alors, c'est assez intéressant parce que quand on cherche la définition d'une révolution, on pourrait s'attendre à la trouver chez Kant, chez Hegel ou d'autres philosophes. On la trouve chez Pagnol, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. Le jeune Pagnol demande dans La gloire de mon père à son père, dit papa, c'est quoi la révolution? Et son père lui répond, révolution, ça vient étymologiquement quelque chose qui tourne, la révolution céleste. Donc, le moteur de la révolution est le suivant, il y a ceux qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue de l'histoire un demi-tour où ils vont enfin avoir la tête en haut. Mais ayant la tête en haut, il y a d'autres qui, comme eux avant, auront aussi la tête en bas. Ils voudront, comme eux, avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue à nouveau un demi-tour. Donc de tête en bas en tête en haut, de pouvoir inférieur à pouvoir supérieur, la roue de la révolution avance. Donc il y a cette notion de roue. Alors est-ce que on pourrait dire que le carnaval est une façon d'éviter les révolutions, puisque c'est une subversion transitoire, on inverse l'ordre social établi, et donc c'est j'allais dire, je vais créer un mot, un apaiseur de révolution. C'est une révolution imaginaire, symbolique, mais pas une vraie révolution, où effectivement, de carnaval en carnaval, à un moment donné, le terrain est mûr. Quand on regarde les soubassements de la Révolution française, bien sûr, il y a eu la philosophie des Lumières, Diderot, Montesquieu, Rousseau, entre autres. Il y a surtout des pamphlétaires comme Grébillon, père et fils, qui ont, comment dirais-je, ridiculiser Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est comme si le roi avait perdu son pouvoir thaumaturgique, parce qu'il faut se souvenir que le roi avait ce pouvoir de guérison, il était l'intermédiaire avec le divin. Et donc on a
comment dirais-je, attaquer la statue royale, et ça a été les prémices de la Révolution française. Et donc il y a eu tout un travail de, comment dirais-je, de déstabilisation du pouvoir royal, au moins symbolique, puisque c'était des pamphlets symboliques. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors évidemment, chaque carnaval a sa spécificité qui lui est propre. Par exemple, dans le Pays basque espagnol, il y a un côté plus viril. Voilà, on sent que le facteur numéro un, c'est la subversion politique. En plus, ils ont des revendications indépendantistes. Dans d'autres régions, peut-être on va essayer c'est un principe de subversion par rapport aux normes établies, etc. Il y aurait beaucoup à faire sur ces différentes formes de carnaval, mais qui ont tous des invariants qu'on a cités, c'est-à-dire en résumé une inversion de la flèche du temps. Ça tourne en sens inverse. Cette volonté de suivre le temps mythologique où il y a une indifférenciation des hommes et des animaux, c'est aussi d'une certaine façon une façon de régresser dans le passé de l'humain, l'humain préhistorique, et d'avoir une surnature présente. C'est la volonté aussi d'avoir un bouc émissaire, comme nous dit René Girard, c'est-à-dire la possibilité d'absorber tous les mal-êtres de la société, voire le mal, et de le brûler. D'ailleurs, c'est ce que nous dit un folkloriste, Dietz Rüdiger Moser. Il nous dit que d'une certaine façon, la religion a profité du carnaval pour y voir des pratiques diaboliques. On peut se demander d'ailleurs si les cornes de l'ours, c'est pas le côté bouc. Voilà, c'est des pistes à explorer. Mais en tous les cas, ça avait profondément cette fonction de subversion symbolique et hors norme, comme si on annulait les fondements anthropologiques d'une société transitoirement pour la purifier, la renouveler. Et là, dans la réalité, on a une destruction des fondements anthropologiques de la société. Voilà. Donc, que faire au niveau du carnaval? Quel antidote donner? La question est posée aux mythologues qui vont se transformer en mythologues contemporains. Alors, une chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que les sociétés traditionnelles, primordiales, racines, conçoivent le monde en termes de 4 éléments, même 5, l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther. Alors dans le carnaval, on a la vieille qui, lorsqu'on lui enlève le bouchon anal, libère de l'air nauséabond, c'est ce qu'on peut dire. Il y a le feu, puisqu'on va brûler le pétassou. Il y a l'eau aussi qui joue un grand rôle, l'esprit de l'eau. La vouivre et tout ça, ça a donné lieu à plein d'imaginaires. Et puis il y a la terre sur laquelle se passe le carnaval. Et quant à l'éther, c'est souvent considéré comme le vide de ces différents éléments. Donc le but, c'est de faire une sorte de tabula rasa, de faire un vide de toutes les traditions. Donc on retrouve ces 4 éléments, ce qui renforce l'idée que c'est vraiment une régression archaïque et une transgression de l'ordre social moderne établi.